Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. L'élection présidentielle aura bel et bien lieu le 25 octobre 2025, une confirmation donnée ce mardi par le porte-parole de la CEI qui a fait le point du processus électoral ce mardi. Le drame à Tiaha, 12 enfants âgés de 6 à 12 ans ont péri dans la lagune alors qu'ils revenaient d'un pèlerinage. 4 enfants ont survécu, une tragédie qui bouleverse tout le pays, vous verrez. Et puis le Burkina Faso affirme avoir déjoué une tentative de déstabilisation dont les commanditaires seraient localisés en Côte d'Ivoire. Le processus électoral suit son cours. Face à la presse ce mardi, le porte-parole de la CEI a fait le point. C'était en présence de Salif Yalekwe et de Zécré Joseph. La CEI, la Commission électorale indépendante, tient à organiser la prochaine élection présidentielle le 25 octobre prochain. Elle l'a réitéré par le biais de son secrétaire permanent adjoint, Émile Obrotier, le porte-parole de l'institution qui était face à la presse. Le contentieux administratif est donc achevé. S'est ouverte déjà la phase du contentieux judiciaire qui court depuis l'affichage de la décision dans les CEL. Dans ce cadre, tous les réclamants n'ayant pas eu gain de cause et qui estiment être lésés par la décision de la CEI peuvent, dans les délais requis, saisir le président du tribunal dont relève la commission électorale locale où la réclamation a été déposée. En ce qui concerne précisément la violation de l'article 7 du Code électoral, c'est un mauvais procès qui est fait à la CEI. Si certaines irrégularités peuvent relever de notre fait, d'autres relèvent de la situation de notre état civil et d'autres encore de la genèse de la liste électorale qui a été élaborée en 2008-2009 à l'occasion des élections de 2010 de façon consensuelle dans un esprit de sortie de crise avec la flexibilité et le pragmatisme qui sied à un tel contexte, sans préjudice de garanties convenues par tous à cette époque. Quant aux récurrentes plaintes liées au déplacement des électeurs dans d'autres bureaux de vote sans leur consentement, Émile Obrotier a tenu à apporter des précisions. Il s'agit là d'une tentative de manipulation frauduleuse rapidement détectée par les services techniques de la Commission électorale indépendante. Le procureur de la République a été saisi afin de donner des suites judiciaires appropriées. La Commission centrale tient à rassurer les électeurs concernés qui seront réintégrés dans leurs lieux de vote initiaux. La liste électorale définitive sera publiée autour de la mi-juin 2025. Et de cette liste électorale, on apprend ce mardi que le président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, a été radié par la justice ivoirienne, décision qui est sans appel à 6 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Les précisions de Pierre Dipomela. Le président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, ne pourra être ni candidat, ni même électeur à l'élection présidentielle d'octobre 2025. La présidente du tribunal a rendu son délibéré estimant qu'il avait perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis celle de la France en 1987 et donc elle a fait droit aux demandes des requérants et a ordonné sa radiation de la liste électorale selon les explications de son avocat, Maître Ange-Rodrigue Dadjié. Le président du PDCI-RDA a renoncé à la nationalité française en mars afin de se présenter à la présidentielle, scrutin pour lequel un candidat ne peut être binational. Les requérants ont évoqué l'article 48 du Code de la nationalité, datant des années 1960, qui indique que l'acquisition d'une autre nationalité entraîne la perte de la nationalité ivoirienne, une règle qui ne s'applique toutefois pas aux binationaux de naissance. Le forum Cap Green s'est ouvert ce mardi à la maison de l'entreprise au plateau. Objectif réfléchir aux défis et opportunités liés au changement climatique et à la transition énergétique, comme nous le rapportent Nadja Elja et Tanguy Conan dans ce reportage. Environ 200 décideurs publics, chefs d'entreprise, scientifiques et experts réunis à l'ouverture de la 2e édition du Cap Green.
Tribune par excellence pour débattre des questions de finances climatiques, d'énergie renouvelable, de biocarburants, de capture du CO2 et du méthane, de biodiversité ou encore ville durable. Ce forum se tient durant 2 jours autour du thème « Le secteur privé catalyseur des CDN pour une Afrique résiliente de l'ambition à l'impact ». La Côte d'Ivoire a rehaussé ses ambitions de réduction des gaz à effet de serre en les faisant passer de 28 à 30%, qui s'appuient sur 27 mesures inconditionnelles et dont la mise en œuvre est évaluée à environ 13 000 milliards de francs CFA. C'est dans ce cadre que intervient la 2e édition de Cap Green qui vise à catalyser l'engagement du secteur privé et à attirer les investissements dans le financement climatique en Afrique. Votre engagement à tous renforce notre détermination collective à optimiser la collaboration entre dirigeants du secteur privé et décideurs politiques afin de transformer l'ambition en impact et garantir un avenir durable et prospère pour notre continent. À l'initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et du cabinet AETS, spécialisé dans la proposition de solutions pour la transition écologique, cette rencontre bénéficie de l'appui du gouvernement ivoirien et des organisations régionales, notamment la CEDEAO. La Côte d'Ivoire, dans le cadre de sa nouvelle ambition climatique, engage résolument le secteur privé au cœur de l'élaboration de ses contributions déterminées au niveau national de la 3e génération. Cette nouvelle génération de CDN ne se limitera pas à une déclaration de principe. Elle traduira une dynamique concertée, multisectorielle et surtout inclusive, où les solutions portées par le secteur privé seront valorisées et intégrées comme levier majeur de transformation. Cette rencontre va se tenir sur 2 jours. En plus de la cérémonie d'ouverture et de clôture, ce forum sera meublé par des ateliers et une conférence inaugurale autour du thème « Secteur privé et CDN, comment financer les 3 000 milliards en Afrique ». Le ministère de la fonction publique a lancé la signature électronique pour les collectivités territoriales, une innovation pour gagner du temps, alléger les procédures et sécuriser les actes administratifs, comme nous le montrent Nadja Elja et Fulgence Kissidou. Sensibiliser les élus locaux et les secrétaires généraux sur l'importance de la signature électronique, enrôler les utilisateurs pour un accès à la plateforme de signature électronique, former les participants à l'utilisation effective de cet outil de transformation numérique, c'est en substance les raisons qui ont motivé cette rencontre. Les collaborateurs du ministre d'État, ministre de la fonction publique, vont vous entretenir sur les mécanismes d'utilisation de cette plateforme qui est sécurisée et qui vous permettra, où que vous soyez, de signer toute la documentation afférente à vos travaux. Initiée par la Direction générale de la décentralisation et du développement local, DGGL, elle vise à faire de la vision de modernisation du ministère de tutelle une réalité à laquelle prennent part tous les acteurs. La signature électronique, aujourd'hui étendue aux collectivités territoriales, est une réponse concrète aux défis de traçabilité, d'intégrité et de célérité des actes administratifs. Elle s'inscrit dans notre volonté de bâtir une administration résolument tournée vers l'efficacité et la sécurité numérique. En intégrant tous les acteurs des collectivités décentralisées, nous veillons à ce que chacun dispose des connaissances et des outils indispensables pour exploiter pleinement le potentiel de la signature électronique. L'appropriation de cet outil novateur est essentielle pour garantir des services publics plus réactifs, sécurisés et accessibles à tous. Cette session d'enrôlement et de formation intervient après la journée inaugurale des mandats municipaux et régionaux 2023-2028, organisée en juillet 2024 à Yamoussoukro. Elle permet d'enrôler les élus locaux et cadres de l'administration territoriale qui n'avaient pas pu être pris en compte à cette première occasion.
Le drame à Tiaa, dans le département de Dabou. 12 enfants âgés de 6 à 12 ans ont péri dans la lagune alors qu'ils revenaient d'un pèlerinage. 4 enfants ont survécu. Une tragédie qui bouleverse tout le village. Et au-delà, comme nous le rapporte Faltia Koulibaly, échec bleu. C'est dans cette eau que 12 enfants du village de Tiaa ont perdu la vie le lundi de Pâques lors d'une célébration organisée par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, section Tiaa. Venus de 4 villages de Dabou, Bodou, Mopoyem, Bonne et Tiaa, les enfants s'étaient rassemblés à Kaaka, un village de Dabou, pour célébrer la fête de Galilée. En fin d'après-midi, entre 17h et 18h, le drame surgit, brisant la quiétude d'une journée festive. Une pirogue prévue pour accueillir 8 enfants voit son nombre de passagers doubler lorsque 8 autres s'y glissent, espérant eux aussi profiter du voyage retour. À bord, 16 enfants du village de Tiaa qui chantaient de joie. Mais sur le chemin du retour, l'embarcation chavire. Sur les 16 passagers, 4 viennent à être sauvés de justesse grâce au pilote de 60 ans qui a malheureusement perdu la mémoire. Les 12 autres, emportés par les eaux. Face à l'urgence, les jeunes du village se mobilisent en improvisant aux environs de 19h un barrage pour bloquer le courant et faciliter les recherches. Ce n'est que ce mardi matin que les corps sans vie sont repêchés, 12 enfants, dont 9 garçons et 3 filles, âgés de 6 à 12 ans, certains en classe d'examen. Les familles, anéanties, peinent à contenir leur douleur. Ma fille de 6 ans, qui malheureusement est décédée sous l'eau. Donc, en fait, j'avais deux enfants, mais une a été sauvée et elle n'a pas eu la chance de survivre. Donc, c'est un temps de douleur, c'est un temps de tristesse, c'est fort. Mais devant la situation de la mort, on peut seulement se remettre à Dieu. Je suis dans une forte tristesse. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Mon fils n'a pas été malade. Ça ne va pas du tout. Je ne vais pas supporter. Mais avec Dieu. Mon fils a 10 ans. Il a 10 ans. La chefferie de Tiaa a depuis hier, par la voix des griots, appelé tous les parents qui sont en deuil de se faire connaître. La chefferie de Tiaa, comme nous croyons, nous sommes en Dieu, a demandé à ce que les prières dans chaque église du village se font. Prochainement, on va toujours continuer la sensibilisation. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est la sensibilisation. Nous disons à nos jeunes gens de quand même suivre les parents, suivre ce que la chefferie dit. Alerté par cette nouvelle, le ministre délégué chargé du sport et du cadre de vie, aussi fils de la région, a effectué le déplacement pour soutenir sa famille villageoise. Ce sont des moments de solidarité. Nous les avons assurés, puisque tout sera mis en œuvre pour apporter l'appui aux familles endeuillées, ainsi que la prise en charge psychologique des 4 rescapés, ainsi que de tous ceux qui ont vécu ce traumatisme. Donc c'est avec le cœur plein de peine que nous retournons à Abidjan pour revenir les obsèques programmées pour ce samedi. Au-delà du chagrin indescriptible, ce drame soulève une profonde réflexion sur l'urgence de renforcer les dispositifs de sécurité, en particulier lors des déplacements en pirogue impliquant des enfants. Ce samedi, le village de Tiaa leur rendra un dernier hommage. Une cérémonie empreinte de douleur et de recueillement, où chaque larme versée portera le poids d'une vie fauchée trop tôt. Et le ministre des Transports a réagi suite à ce drame. Il appelle les opérateurs des transports fluviaux lagunaires à la nécessité d'utiliser des embarcations appropriées pour les transports des personnes et les appelle à la prudence.
Au Burkina Faso voisin, le gouvernement de transition affirme avoir déjoué, je cite, un grand complot qui vise à semer le chaos et dont les commanditaires seraient localisés en Côte d'Ivoire. Le récit de Pierre Dipomela. Grand complot en préparation dans le but de semer un chaos total et dont les meneurs seraient basés en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Sécurité du Burkina Faso hier soir à la télévision d'État, indiquant avoir déjoué un coup d'État contre le pays. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. La Côte d'Ivoire est régulièrement accusée d'héberger des personnes impliquées dans des activités subversives contre le Burkina Faso, selon les autorités du pays. En juillet 2024, le capitaine Ibrahim Traoré, au pouvoir après son coup d'État en septembre 2022, avait affirmé qu'un centre d'opération pour déstabiliser le Burkina était installé à Abidjan. De la culture avec le MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat qui a ouvert ses portes ce mardi 22 avril au Parc des Expositions, une 6e édition placée sous le thème artisanat, femmes et transformation, comme nous le montrent Pierre Dipomela et Kimou Eric dans ce reportage. L'artisanat, les femmes et la transformation, c'est autour de cette thématique que s'ouvre la 6e édition du marché ivoirien de l'artisanat. Une tribune qui met les projecteurs sur les artisans locaux et fait la promotion de leurs produits. L'initiative est de la Direction générale de la promotion des PME et de l'artisanat. Elle rassemble les producteurs, acheteurs et experts du secteur. À travers ce salon et cette thématique dédiée à la femme, nous voulons mettre en lumière le travail de nos femmes dans le développement de l'artisanat, de la transformation économique et sociale tout court. Cette édition a la particularité de mettre comme point d'honneur la digitalisation. Elle valorise les ressources locales et la promotion du Made in Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le secteur artisanal contribue pour 19,5% au produit intérieur brut, avec une valeur ajoutée en croissante augmentation à un taux de 124% en 2015 et 2022, passant de 3 855 milliards en 2015 à 8 654 milliards en 2022. Ce secteur regroupe 245 activités réparties en 40 corps de métiers, organisées en 8 branches professionnelles. En réalité, l'artisanat est bien plus qu'un simple métier. C'est une expression de l'âme, une tradition qui se transmet de génération en génération. Les femmes sont au cœur de cette 6e édition, d'où la présence cette année de la présidente du Sénat ivoirien. Braves artisanes de Côte d'Ivoire, mes chères sœurs, votre rôle est essentiel dans la transformation de nos ressources locales. Par ce moyen, vous participez non seulement à la préservation de notre patrimoine, mais aussi à la création d'une économie forte et durable. Chaque geste, chaque produit que vous créez, que vous transformez, est une pierre posée dans la construction d'une Côte d'Ivoire résiliente et fière de ses racines. Ouvert ce mardi 22 avril, le MIVA referme ses portes le 27 avril prochain. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.